bienvenue à suivre cette très belle émission sur les décryptages. Avec Christopher Mouissa aujourd'hui, nous allons devoir discuter sur les discours du président de la République qui s'est adressé à la nation devant les deux chambres réunies en congrès. On va devoir décortiquer sur certains points saillants de ces discours. Monsieur Christopher Mouissa, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci également de nous convier à cet entretien. Si on peut comprendre ensemble de tous les téléspectateurs que je suis. Voilà, si on peut comprendre quelque chose de vous, qui est Christopher Mouissa? Christopher Mouissa, c'est un jeune de Goma, activiste des droits de l'homme. Je suis également juriste de formation et d'ici l'année prochaine, je vais effectivement prêter serment comme avocat. Je suis également entrepreneur et formateur dans tous les domaines de la nouvelle citoyenneté responsable. Christopher Mouissa, nous vous avons invité parce que nous avons voulu recevoir votre avis, votre analyse sur la dernière adresse à la nation du président de la République. Dites-nous les points qui vous ont marqué dans le discours du président de la République. Alors, lorsque vous écoutez le président de la République parler, d'abord, c'est des coutumes. À chaque fin d'année, le président de la République doit s'adresser à la nation réunie, effectivement, les deux chambres en congrès. Ça, c'est des coutumes dans la République pour que le président vienne faire ce qu'on appelle l'état de la nation. Et dans ce discours, ce qui est beaucoup plus attendu, c'est la situation générale du pays dans différents secteurs, selon le programme et les budgets élaborés par le Parlement et dans l'exécution effectivement du gouvernement. Ce dont j'ai suivi dans le chef du président de la République, c'est à la fois un certain engagement pour ces visions du Congo, mais de l'autre côté, il y a effectivement ce que moi je qualifierais d'une certaine déception parce que les résultats pour lesquels attendait le peuple congolais dans certains secteurs, en tout cas cela n'a pas été entendu ou les résultats n'ont pas effectivement été atteints. Et la population congolaise qui, jusqu'aujourd'hui, quand je le constate, le président Tshisekedi a encore une forte légitimité, mais qui ne pourrait pas malheureusement abuser, parce que s'il voulait abuser de cette légitimité, la population risquerait de retourner contre lui. Alors, selon vous, quels sont les résultats que le peuple attendait, le peuple congolais, comme vous venez de le dire? Alors, vous savez qu'au cours de cette année, nous avions connu d'abord la grève des enseignants, le mois de septembre, et qui ne rentreraient à l'école, qu'ils ouvraient les écoles qu'après avoir obtenu effectivement l'engagement du gouvernement de payer 500 $ par enseignant. Cela s'est suivi par la grève des médecins et cette perte du pouvoir d'achat liée effectivement à l'inflation monétaire, mais aussi à des prix qui ne continuaient qu'à grimper sur les marchés. Il y a la progression de la guerre du 1-23 avec plusieurs mécanismes de dialogue qui n'aboutissent pas sur le plan diplomatique et nous avions continué à perdre les différentes localités. On en compte aujourd'hui près de 130 localités sous contrôle du Rwanda à travers les supplétifs du 1-23. On attendait absolument qu'il y ait le retour de la paix. Ces flux de déplacés internes que nous avons aujourd'hui, parce que vous savez que le Congo, nous comptons aujourd'hui le plus grand nombre de déplacés internes qui sont comptés à plus de 4 millions. Il y a aussi, j'ai suivi plusieurs documents qui parlent par exemple pour l'Union européenne d'une forte demande d'asile de Congolais qui veulent quitter la RDC pour solliciter l'asile dans d'autres pays. Et cela est lié par le mauvais environnement répressif que nous sommes en train de connaître, où il y a l'arrestation des opposants, l'arrestation des leaders d'opinion, le musulman de la presse avec l'arrestation des journalistes. Et l'ensemble de tout ça, c'est à ça que l'on entendait le président de la République puisse s'exprimer pour que nous puissions comprendre où est-ce que nous en sommes avec les efforts qu'il est en train de fournir. Au-delà de ça, j'ai parlé de l'inflation et beaucoup d'autres choses effectivement qui n'ont pas marché pour lesquelles on entendait le président de la République s'exprimer. Le président de la République a parlé de la construction de plusieurs kilomètres de routes dans l'année prochaine, donc en 2025. Il a également parlé de la construction de beaucoup d'hôpitaux ici en République démocratique du Congo. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Bon, ce que moi je pense que le président a tout un plan. Nous sommes dans aujourd'hui ce qu'on appelle le plan des 145 territoires et nous aimerions que ces plans-là puissent effectivement connaître une certaine exécution auprès des prestataires. Ce qui est curieux, c'est que les slogans, nous continuons à les entendre. On a suivi les programmes 100 jours, le programme Chile Gelou et aujourd'hui nous sommes avec les 145 territoires. Ce qui est très drôle, c'est qu'au cours
cours même de l'exécution des différents projets, on est en train d'enregistrer des cas de détournement, des cas de corruption, des cas d'ingérence et d'injonction à la justice où nous avons des difficultés même à condamner ceux qui sont reconnus comme coupables. Et lorsque vous suivez par exemple les rapports d'un institut de recherche qu'on appelle Mo Ibrahim Foundation, ça prouve à suffisance que le Congo a reculé en termes de gouvernance et de protection des droits de l'homme, alors que les pays siègent aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme qui siège à Genève. Tout cela sont des éléments qui devraient aider le Congo à avancer davantage et au-delà de tout, le président de la République avec ses partenaires qui sont l'Union européenne, vous avez suivi la signature même des contrats avec les FMI qui devraient nous doter de plusieurs milliards de dollars et cela devrait aider la RDC à pouvoir quitter le pays pauvres, très endettés, vers des pays émergents qui tendent vers le développement. Les routes font partie effectivement des éléments essentiels dans le cadre du développement, mais à nous de nous poser la question, ça va durer une année, est-ce que dans une année nous saurons construire, comme il a dit, 38 000 km de routes. Lorsque vous faites des calculs, ça nous donne près de 3 000 km chaque année. Chaque mois plutôt. Chaque mois, c'est plus de 3 000 km et environ 100 km, 104 km par jour. Est-ce que nous avons des matériaux? 5 km dans chaque ville, dans chaque territoire. Oui, il a parlé aussi de 11 000 km pour des milliers urbains. Et nous savons que des routes dans des milliers urbains prend près de 2 millions de dollars par kilomètre. Donc tout cet argent, est-ce que nous les avons par rapport au budget que nous avons? Si nous n'en avons pas, est-ce que nous avons des partenaires sur lesquels nous allons prendre de l'argent et quand nous serons en pleine exécution, nous serons en train de les redistribuer? Au-delà des émotions, moi j'aimerais que le président tienne un discours qui a effectivement des calculs chiffrés qui permettent à la population la réalisation et le suivi régulier. Et pour cela, il y a aussi d'autres cas effectivement de mauvaises passations des marchés. Il y a nos compatriotes qui souffrent dans des sites miniers où on fait l'exploitation des enfants. Il y a des Alphamine à Walikale dans la province de Nord Kivu. Il y a aujourd'hui des entreprises comme Premibis qui ne fonctionnent plus à cause de la guerre. Et l'ensemble de tout ça, nous aimerions que le président nous dise quand est-ce que la guerre va finir, avec quels moyens, comment est-ce qu'on va accroître le pouvoir d'achat, comment est-ce que les médecins seront en train d'être payés, les hôpitaux et tout ça, que cela soit réaliste, mais que ça ne découle pas seulement dans un discours pour faire ovationner le public, et pour manipuler les gens et séduire la population. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, le président de la République, pour moi, devrait aller dans un discours chiffré qui montre ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi cela n'a pas été fait, qui a été sanctionné, qui ne l'a pas été. Et ça permet à la population de comprendre effectivement la vision qu'a le président de la République pour redresser le pays pour ce deuxième et dernier mandat. Alors, Christopher Mouissa, nous sommes en train de citer petit à petit avec ce petit entretien, cette très belle émission. Nous sommes en train de parler, pour vous qui venez de cliquer et de sauter dans notre vidéo, nous sommes en train de parler du discours du président de la République qu'il a prononcé à l'égard de la nation devant des chambres réunies en congrès avec M. Christopher Mouissa. Alors Christophe, selon vous, le président de la République a déçu le peuple congolais parce que c'est bas de ce que le peuple congolais s'attendait, il n'a pas écouté dans le discours du président de la République. Selon vous, qu'est-ce que le président doit faire davantage pour encore gagner la confiance de ce peuple? Comme je l'ai dit, lorsque vous faites même le sondage, le président de la République aujourd'hui a encore la légitimité. C'est à lui de voir ce qu'on appelle que demandent les peuples. Et je venais d'énumérer ici beaucoup d'éléments sur lesquels le président doit s'appuyer. D'ailleurs, lui-même, à travers son programme de gouvernance des 6 piliers qu'il avait donné en 2023 lorsqu'il faisait sa campagne, et il ne doit que se tenir autour de ces 6 piliers. S'il arrive à accomplir ces 6 piliers, moi je pense qu'il sera en train de ressortir la population de cette impasse dans laquelle nous sommes retrouvés depuis près de 60 ans où nous n'avons pas accès à l'eau, accès à l'électricité. Aujourd'hui, il y a maintenant de nouvelles technologies de l'information et de la communication, la couverture Internet, la gratuité de l'enseignement qui ne doit pas rester un slogan mais qui doit être une réalité vécue.
construire beaucoup d'écoles, payer les enseignants et accroître effectivement le pouvoir d'achat et assainir le climat des affaires. Comme je le disais, il y a beaucoup de cas de tracasserie fiscale et même administrative dans notre pays, où vous avez par exemple un capital de $1000, de 2000 ou de 3000 vers même 5000, mais lorsque vous partez pour chercher les documents afin de mettre en place votre petite entreprise, vous êtes surtaxé trois fois plus que même le capital que vous avez envisagé. Donc pour ça, il y a des sérieux problèmes, des tracasseries fiscales comme j'étais en train de le dire, il y a des tracasseries routières avec nos policiers que vous voyez à chaque fois menacer la population. À Goma ici, nous avons le problème d'insécurité grandissante avec les faux et les vrais Ouazalènes qu'on ne sait pas différencier, des phénomènes 40 voleurs. Le maire de la ville qui a initié une opération s'affiche à Moudjou qui ne tient pas parce que des cas il a donné un très bon résultat récemment. Bon, très résultat, mais par rapport à quel indice? Parce qu'il faut aussi y aller avec des indices. Il sait fixer quel objectif, où est-ce que nous en sommes, quels sont les appuis de la justice, de la population et tout. Est-ce que nous pourrions décrocher aujourd'hui des procès publics, des audiences publiques dans lesquelles on verrait ces bandits être condamnés et d'autres acquittés, parce que parmi eux, il y a ceux qui jouissent encore jusqu'aujourd'hui du principe de la présomption d'innocence, parce que ce ne sont pas tous ceux qui sont présentés qui sont directement des criminels. Et tout ça, ça aide effectivement à l'efficacité et à la souplesse du fonctionnement administratif et même politique de notre pays, assainir le climat des affaires, et créer plus d'emplois pour les jeunes, bien qu'on a dit que l'État ne crée pas de l'emploi, mais l'État crée un environnement qui favorise les jeunes à entreprendre, et pour ça, l'État doit envisager une enveloppe de subventions, accorder un environnement qui pourrait les aider avec des exonérations, des crédits qui pourraient permettre à ces jeunes-là à avoir des crédits dans les banques, en fait de commencer à travailler. Donc, moi, je pense que si toutes ces conditions sont réunies, le président de la République sera en train de se rapprocher petit à petit des attentes de cette population, et s'il pourra aller jusqu'à réviser la Constitution ou les changer, tout cela dépendra effectivement des résultats qui seront sur le terrain. Mais si on veut y aller dans une forme de forcing, de gangstérisme politique, je l'ai dit, la population risquera de retourner contre lui, parce que nos populations qui vivent en captivité dans les espaces occupés par les M23, ils ont besoin de la libération. Ils continuent à espérer qu'ils appartiennent à la RDC. Et si aujourd'hui, toutes les politiques que nous sommes en train de discuter à Goma, à Kinshasa et dans d'autres villes, si ça ne cadre pas dans l'objectif de récupérer d'abord notre territoire, d'assainir le climat des affaires, d'accorder de l'eau, de l'électricité, construire des routes, des hôpitaux, des universités et accès dans toutes ces infrastructures. En tout cas, moi, je pense que nous serons en train de pécher contre la population. Et comme nous savons, le peuple a toujours une patience qui peut atteindre sa fin. Et lorsque ça atteint sa fin, je vous dis, cela pourrait encore créer une certaine révolte pour aller même vers le soulèvement populaire, et nous ne voulons pas y arriver. Merci beaucoup Christopher Mouissa, nous ne voulons pas vraiment y arriver, nous considérons cela comme votre conclusion. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si d'ailleurs vous avez suivi jusque-là, nous vous disons grand merci. Nous sommes à la fin de cette production d'aujourd'hui sur Web TV. Vous nous regardez à travers le monde. Merci. Travaillons toujours au service de la nation, parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun. Au revoir.